Donc, bienvenue à notre assemblée de consultation publique là, sur l'avenir de l'Église de Saint-Léonard. On est très content de vous recevoir ce soir en si grand nombre. Pour vrai, c'est un peu imposant en même temps. Je suis un peu nerveux de lancer ça comme ça. Mais en même temps, je pense qu'on a vraiment une belle soirée là, qui va nous permettre de bien aller cibler là, les idées pour l'Église. Faut vraiment comprendre qu'on est dans une étape d'idéation en ce moment. Donc, il n'y a pas de projet là, comme tel sur la table. Il n'y a rien d'engagé, c'est ce que je veux dire. Puis, on est là vraiment pour brasser des idées, lancer nos besoins, nos idées. C'est quoi les services qu'on aimerait avoir à Saint-Léonard. Donc, c'est le temps de prendre la parole et de s'exprimer en toute civilité, c'est sûr. Donc, il y aura une période de plénière tout à l'heure. Ce serait intéressant de vraiment, de poser une question à la fois, de ne pas parler tout le monde en même temps. Bonsoir tout le monde. Je suis ravie de voir autant de gens. Saint-Léonard est aussi dynamique que je l'avais deviné. On m'a confié ce soir la tâche de vous expliquer ce qu'est le comité, pourquoi il vous consulte et qu'est-ce qu'il compte faire de cette consultation ce soir une fois qu'on l'aura bouclé. Je me permets quand même de prendre quelques secondes pour me présenter. Mon nom est Denise Poirier. Moi, je suis une heureuse léonardoise d'adoption. Ça fait 4 ans que j'habite en plein cœur du village. Ça m'a donné le privilège de prendre pleinement la mesure de l'importance de l'Église, pas seulement pour le village, mais aussi dans l'histoire personnelle des individus. À vous voir, j'imagine qu'il y en a quelques-uns qui ont été baptisés ici, qui ont fait leur première communion, qui se sont mariés. J'en connais même qui s'est marié probablement 2 fois ici. Bon, bref, c'est une place importante, mais ça m'a surtout permis de me rendre compte du fait que l'Église, c'est beaucoup plus qu'une Église. C'est aussi un lieu de socialisation, parce que depuis ses débuts, l'Église, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu, par exemple, de réunion pour les personnes de l'âge d'or qui viennent depuis plus de 25 ans. C'est un lieu où certains d'entre vous avez vu vos premiers films, avez joué dans des pièces de théâtre. C'est un lieu où il y a encore des fêtes de famille, où il y a des célébrations de toutes sortes, pour toutes sortes d'occasions plus ou moins festives. Et depuis plus d'1 an maintenant, l'Église héberge même une garderie, c'est pas rien. Merci d'ailleurs à Caroline et Noémie qui sont peut-être là. Merci de vous occuper de nos petits. Puis merci surtout de garder l'Église bien vivante, c'est le cas de le dire. Alors l'Église, c'est beaucoup plus qu'une Église. J'en ai pris pleinement conscience et c'est pour ça que j'ai accepté de m'impliquer dans ce comité qui m'a confié la présidence du comité. Alors, on va passer aux choses sérieuses, on va parler du comité, qu'est-ce qu'il est, où est-ce qu'il s'en va, puis qu'est-ce qu'il peut bien vouloir savoir de vous ce soir. Alors, vous le savez, à l'origine du comité, il y a d'abord eu une annonce, l'annonce faite par la fabrique de la fermeture de l'Église qui doit fermer au culte le plus tard en décembre 2024. Après cette annonce-là, face à ça, il y a d'abord eu quelques conversations informelles, d'abord entre voisins inquiets. Vous le savez, un bâtiment de cette importance-là, si ça ferme, ça veut dire inoccupation. Inoccupation, ça veut dire dégradation probable. Et dégradation veut dire éventuellement, malheureusement, démolition probable. Et démolir un bâtiment comme celui-là, en passant, ça coûte beaucoup de sous. Et on pense que des centaines de milliers de dollars sont mieux investis dans la requalification que dans des containers de démolition. Que dire de plus? Beaucoup de choses. Après ces conversations informelles autour de l'inquiétude qu'on partageait, il y a de plus en plus de citoyens qui se sont greffés. Et à l'automne dernier, il y a une 12aine de citoyens qui se sont réunis pour former un comité de réflexion en bonne et due forme. Ce comité-là a ensuite vu la nécessité, en janvier de cette année, on est jeunes, mais on a fait beaucoup de choses, en janvier de cette année, la nécessité donc de se constituer en organisme sans but lucratif, ce qu'on a fait, histoire de pouvoir ou d'être habilité à faire des demandes de subventions, à faire des représentations, à faire éventuellement nos propres campagnes d'autofinancement. Alors, c'est là où on en est. On a été très actifs. Il faut savoir que la première des choses qu'on s'est demandé quand on s'est réunis en comité,
c'est qu'est-ce qui se fait ailleurs en semblables circonstances, hein, parce qu'on n'est pas les premiers à être confrontés à la fermeture de notre église. Et dans d'autres villages, comme je l'évoquais tout à l'heure, la fermeture de l'église, c'est un peu la fermeture de ce qui tient lieu de centres communautaires dans un village où il n'y en a pas, comme dans plusieurs autres. Alors donc, on s'est informé, qu'est-ce qui se fait ailleurs, on s'est documenté. Ça veut dire beaucoup de recherches, beaucoup de lectures, beaucoup de rencontres. Je vois que Marc Duval est là, on est allé le rencontrer au relais de la Pointe aux Écureuils. On est allé à Saint-Ubalde où il y a un projet semblable là, qui est en route et dont je vais vous reparler plus en profondeur. Ce que cette recherche-là a donné, ben d'abord, elle nous a permis de nous faire comprendre qu'on était loin d'être tout seul dans notre situation. Parce que depuis 20 ans, c'est plus de 663 lieux de culte qui ont fermé au culte. Ça, 663, ça veut dire près du quart de tous les lieux de culte répertoriés au Québec. C'est beaucoup, 663. De ce nombre-là, il y en a malheureusement, en tout cas malheureusement pour certains qui ont été démolis. Il y en a 119 qui ont été démolis. Comme quoi, c'est des choses qui peuvent arriver. Pourquoi elles ont été démolies? Parce que dans certains cas, l'abandon a donné lieu à une dégradation qui a rendu obligatoire la démolition pour des raisons sécuritaires, mais aussi dans certains cas, tout simplement parce que ces bâtiments-là n'ont pas trouvé de preneurs pour porter un projet de substitution. Outre ces 119 qui ont été démolis, il y en a 159 autres qui sont encore en attente de projet, qui sont fermés, mais en attente de projet, en attente de comités porteurs de projets, comme les comités de requalification, comme le nôtre. Le chiffre qui nous a cependant le plus intéressé, c'est le chiffre de 385 lieux de culte qui ont fait l'objet de conversions réussies, parce que oui, c'est possible. Et de ce nombre, les 385, il faut savoir que la majorité ont été convertis à des fins communautaires ou socioculturelles. Les raisons en sont plutôt simples. C'est plus de la moitié sont allés dans cette direction-là. C'est d'une part parce que c'est ça qui est exprimé comme besoin par les citoyens. C'est aussi d'autre part parce que c'est des projets qui sont davantage compatibles avec le type de bâtiments qui sont concernés. C'est plus facile de convertir l'église en centre communautaire ou en salle polyvalente multifonctionnelle que de le convertir en 10 condos de luxe, par exemple. Et en outre, ça donne accès au centre à un beaucoup plus grand nombre de personnes. Et finalement, troisième raison pour laquelle beaucoup sont allés vers les salles multifonctionnelles ou les centres communautaires, qui hébergent des choses aussi variées que des cafés, des salles d'exposition, des salles de réception, des friperies, des plateaux sportifs. Si la plupart sont allés vers ça, finalement, c'est aussi parce que c'est pour ces projets-là que le financement est disponible. Bien évidemment, le financement dont je vais vous parler davantage tout à l'heure, c'est un financement qui est public. Alors, c'est assez normal que ça aille à des usages publics. Et quoi d'autre que des salles multifonctionnelles ou des centres communautaires multiprojets et davantage à l'usage du public, c'est difficile à imaginer. Donc, bonne nouvelle, 385 projets de conversion réussis, une grande partie en salles multifonctionnelles ou en centres communautaires. Je regarde mes notes pour me donner le temps de respirer, éventuellement. Bon, pourquoi on y tient tant à faire ce projet-là avant que je vous parle du financement qui pourrait être au rendez-vous si jamais on décide de faire un bon projet, ce qui est possible, quand je vois les forces vives qui animent notre village. Alors, nos motivations au comité qui compte maintenant 15 personnes de 3 générations de 26 à 81 ans, c'est beaucoup de motivation, mais 4 en priorité. Vu les besoins de l'Assemblée ce soir, je vais me limiter aux 4 raisons qui nous ont le plus animés. Alors, la première de ces raisons-là, c'est l'importance qu'on accorde à protéger le patrimoine bâti. C'est une des raisons, c'est pas la seule. L'Église, c'est un des rares bâtiments patrimoniaux de notre paroisse, de notre municipalité. C'est certainement le seul qui est monumental. Il y en a peu. Cette église-là, elle a été construite, payée, entretenue par vos ancêtres. Personne d'autre n'a payé l'église que vos arrière-arrière-grands-parents, vos grands-parents, vos parents. Il fut d'ailleurs une époque où la dîme, la cotisation pour faire vivre l'église, était obligatoire sous peine d'être excommuniée.
Il y a des habitants qui apportaient leurs cordes de bois pour chauffer l'église. C'est des bénévoles qui en ont monté la charpente, me disait... pardon? Des corvées. Il y a eu en masse de corvées. Après ça, il y a eu des collectes de fonds pour repeindre le toit, par exemple. Personne d'autre que nos ancêtres ont payé, entretenu cette église-là. Donc, ça nous est, c'est important à nos yeux que ce patrimoine-là soit légué aux générations futures. Ça, c'était que la première de toutes les bonnes raisons qu'on a d'aller de l'avant. La deuxième, c'est de sauvegarder tout ce que l'Église est en plus d'une Église, c'est-à-dire ce centre, ce lieu de socialisation à propos duquel j'ai élaboré tout à l'heure. On ne veut pas perdre tous ces usages-là qui sont essentiels pour nous. Et je rappelle, par exemple, qu'une garderie, c'est quand même quelque chose de très important. C'est insuffisant. Heureusement, il y en a plusieurs. Mais garder la garderie dans la sacristie, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur aussi. Les deux autres excellentes raisons, il y a une occasion. La conversion, c'est une occasion de fournir à notre municipalité des outils pour améliorer la qualité de vie de ses résidents. Bon, c'est vrai qu'on vit dans le meilleur, plus beau village au monde, mais il y a toujours quand même une petite marge d'amélioration. Et on se dit que la conversion, c'est un rendez-vous à pas manquer pour donner accès aux habitants du village à plus d'espaces publics intérieurs et extérieurs. Il n'y a quand même pas d'autres places au village où on peut réunir plus que 300 personnes. C'est leur donner plus d'espace public, plus de services éventuellement selon les projets qu'on choisira de maintenir, et c'est aussi leur donner plus d'équipements. Alors ce soir, on va vous inviter à donner vos idées quant à ces équipements, ces espaces, ces services qui pourraient améliorer la vie des enfants, des jeunes adultes, des aînés et de tous ceux que j'oublie de nommer parce que je commence à en perdre des petits bouts. Alors, voilà pour nos motivations. Maintenant, la question qui vous brûle les lèvres, c'est bien beau, mais ces rêves-là, comment on les réalise? Où est-ce qu'on prend l'argent que fatalement ça doit prendre pour faire ça? C'est bien le fun qu'on ait un Marc Duval dans la salle qui est un champion de l'autofinancement du projet communautaire. Mais on a fait nos recherches là-dessus aussi. Et ce que l'étude très, très attentive des dossiers de conversion nous a permis de voir, c'est qu'il y a surtout 3 principaux bailleurs de fonds pour le genre de projet qui pourraient nous intéresser. Il y en a bien d'autres. Quand on fait nos recherches, on voit des dizaines de ministères, des centaines de programmes. On n'a pas fini de les éplucher tous. C'est de l'argent qui est disponible et on se dit que si on va pas le chercher, c'est comme si on acceptait d'avoir payé des taxes pour rien. On s'inquiète beaucoup des taxes qu'on a payées, mais il faudrait peut-être s'inquiéter des taxes qu'il faut aller chercher parmi celles qu'on a payées pour les mettre au service de la population. Alors, quels sont-ils, ces grands bailleurs de fonds-là? Le plus important, un des plus importants, c'est le Conseil du patrimoine religieux du Québec. C'est un organisme qui est mandaté par le gouvernement provincial pour soutenir la conservation du patrimoine religieux et sa requalification. À titre d'exemple, c'est cet organisme-là qui a donné à Saint-Ubalde, pour prendre un exemple plus près de nous qui va peut-être vous parler, Saint-Ubalde, où la municipalité a obtenu du diocèse, c'est-à-dire municipalité où le diocèse a cédé l'Église à la municipalité. Le Conseil du patrimoine religieux a donné, et là, il ne faut pas que je me trompe, il me semble 540 000 $ pour la conversion et la mise en valeur du patrimoine religieux. Le deuxième très important bailleur de fonds, c'est le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. C'est, entre autres, ce ministère-là qui fournit actuellement à Saint-Ubalde, pour la conversion de l'Église, 1 800 000 $ pour la création d'une salle multifonctionnelle. L'autre bailleur de fonds, le gouvernement fédéral, je n'en donne que 2 exemples, à Saint-Ubalde, encore une fois, pour que ce soit plus concret. Par exemple, à travers le programme Nouvel Horizon pour aînés, je me trompe peut-être, Nouveaux Horizons pour les aînés, c'est 100 000 $ qui a été fourni, encore une fois à Saint-Ubalde, pour de l'équipement et du mobilier. Et il y a un autre 100 000 $ qui vient du fédéral dans le cadre du programme du Fonds pour l'accessibilité, qui va servir à installer un ascenseur qui va permettre l'accès au 2e étage dans l'espace bibliothèque qui occupera l'ancien Jubé et la galerie. Donc, il y a du financement.
Ça ne viendra pas tout seul, ça ne vient pas automatiquement, il faut faire du travail, mais la première des clés pour l'obtenir, ce financement-là, c'est un bon projet. Et qu'est-ce que c'est un bon projet? Bien, c'est au moins 3 choses. C'est un projet qui correspond à des besoins bien réels, bien nommés, bien identifiés par la population. Deuxièmement, c'est un projet qui va chercher l'adhésion de la plus grande partie de la population. Il faut qu'on s'entende pour faire un projet qui nous ressemble et qui donc nous rassemble. Et troisièmement, il faut que ce soit un projet qui présente une certaine viabilité financière, c'est-à-dire que ce soit un projet qui présente la possibilité, du moins dans certains de ses aspects, de s'autofinancer. On peut penser, par exemple, qu'une salle de réception qu'on peut louer s'autofinance davantage qu'un restaurant gastronomique dans le clocher, par exemple. Voilà. C'est bien rêvé. OK. Qu'est-ce que la consultation vient faire maintenant, ici, ce soir? Ben, je vous l'ai dit, ça prend un bon projet. Mon projet, c'est élaboré par la population. On est tout au début du processus, évidemment. C'est pas maintenant qu'on décide s'il faut qu'un organisme achète l'église ou s'il faut que la municipalité l'achète. C'est beaucoup trop prématuré. Il faut d'abord savoir quels sont nos besoins, quelles sont nos envies. Et qu'est-ce qu'on va faire de cette consultation-là? Ben, on va prendre acte de ces besoins, de ces envies que vous exprimez pour pouvoir faire la liste des études de faisabilité qui sont indispensables pour qu'on puisse aller plus loin. Alors, qu'est-ce que ça peut être, ces études de faisabilité-là? Ben, c'est des études d'architectes, des études d'ingénieurs, des études d'experts en bioénergie, des études d'experts en plan financier, bref, des études d'experts. Ces études-là, évidemment, c'est comme le reste, hein, ça se paye. C'est pour ça que notre première démarche de demande de subvention, c'est une demande de subvention pour couvrir l'ensemble de ces études prospectives-là. Alors, les subventions qui permettent de couvrir ça, ben, il y en a 2 auxquelles on entend postuler. La première, c'est une subvention du Conseil du patrimoine religieux, volet 1, incubateur à projet. C'est exactement ce qu'il nous faut pour faire les études avant qu'on puisse revenir en consultation pour vous en présenter des projets viables, possibles, intéressants, etc. Donc, c'est pour ça qu'on vous convoquait en début de processus, parce que les dates de tombée pour les demandes de subvention, elles sont en mars, et que ce qu'on veut présenter, c'est un dossier de qualité, c'est un dossier documenté, et ça, on ne peut pas le faire sans vous. C'est à peu près ce que j'avais à vous dire. Vous avez sans doute beaucoup de questions. Je vais rester avec Aidé Alain et Serge Allaire, qui sont nos partenaires essentiels sur le comité. Alors donc, Achille Gladu, notre bienheureux maire, Aidé Alain est membre de notre comité de 15 personnes. En passant, c'est pas fermé notre comité. Hein. Tous ceux qui ont envie de se joindre à nous, vous nous ferez signe. Il est membre à titre de directeur général de la Fabrique. Après tout, c'est la Fabrique qui est la propriétaire actuelle de l'Église. Il faut travailler avec eux. Et sur notre comité, il y a Serge Allaire, qui n'est pas le maire, mais néanmoins un membre honorable, qui est là, entre autres, parce qu'il est une des personnes les mieux placées, les mieux informées sur les besoins de la municipalité et sur ses moyens ou, dirais-tu, ses absences de moyens. Alors, tout ça, c'est aussi soutenu par nos élus qui conviennent avec nous qu'on ne perd à rien à réfléchir, à explorer sur les possibilités de ne pas perdre ce joyau qu'on a entre les mains. Alors là-dessus, je laisse la parole. Je tiens beaucoup à remercier Denise pour l'introduction. Ça a été une très belle introduction. Merci. Tu m'as enlevé beaucoup de mots dans la bouche. Il faut que je m'en trouve des nouveaux. Mais tu as juste une minute, ça tombe bien. OK, c'est limité dans le temps en plus. Alors, juste pour vous dire, pour vous situer versus le conseil de votre municipalité, qu'est-ce qu'on a à faire avec l'Église, c'est important que vous le sachiez. Nous, comme élus, nous allons être le levier pour l'OBNL qui vient d'être créé pour l'Église. Ce n'est pas la municipalité qui va s'en occuper, mais c'est bien tous les gens que vous venez de voir, le comité au complet qui ont voulu s'en occuper. Alors ça, c'est très, très important que vous le sachiez. Nous autres, on est là pour être le levier puis qu'ils puissent aller chercher à des moments différents des subventions qui vont être importantes pour si jamais un projet voit le jour.
Alors, là-dessus, je remercie infiniment tout le comité. Toi, Raphaël, tu fais du bon travail avec Denise et Aidé aussi. Pour vous dire aussi, présentement, il y en a qui pensent que la ville a acheté l'église. C'est pas ça qui se passe. Il n'y a rien de fait encore pour l'instant. On n'a pas statué sur ce mandat-là. Puis on est en discussion avec le diocèse, parce que même le diocèse, il va vous en parler un peu plus tard. On n'a pas de rien de concret pour les montants qu'ils veulent avoir. Fait que pour l'instant, pour nous, on n'a rien fait à ce sujet-là. Fait que inquiétez-vous pas, la municipalité n'a pas avancé un sou noir dans ce projet qui est quand même très audacieux et qui, pour moi, il devrait voir le jour de quelque chose qui va vous représenter en tant que communauté. Moi, je pense qu'à Saint-Léonard, il manque ça, puis je trouve ça important qu'il y ait un projet qui voit le jour avec l'Église, si possible, et si c'est le désir que vous voulez. Fait que moi, je trouve ça important. La décision vous revient ce soir. C'est vous qui vous allez décider si vous voulez qu'on y aille de l'avant ou pas. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne soirée et bonne réflexion. Merci. Alors, bonsoir à vous tous. Moi, on m'a donné deux minutes. Oui. 2 minutes. Et moi, j'ai moins de capacité, alors, à me souvenir de ce que je veux vous dire, parce que ce que je veux vous dire, c'est quand même important. Moi, je vais plus vous parler du passé que du futur. Alors, c'est peut-être moins agréable. Moi, je représente la fabrique Saint-Raymond-du-Nord. Elle a été fondée en 2018. C'est un regroupement de 4 paroisses, Saint-Léonard, Rivière-à-Pierre, Sainte-Christine et Saint-Raymond. Alors, on travaille avec les 4 églises et 2 presbytères. Moi, j'ai été engagé il y a 15 mois. Ils ont créé un poste de directeur général et le but précis, j'avais des buts précis, c'était planifier la fermeture de 3 églises au culte, c'est-à-dire Rivière-à-Pierre, Saint-Léonard et Sainte-Christine, fermées au culte. Planifier la disposition, ça veut dire la vente ou le don des 4 églises. Ça inclut l'église de Saint-Raymond. Planifier la disposition des 2 presbytères. Bon, ici, il n'y en a pas, il y en a un à Rivière-à-Pierre, puis il y en a un à Saint-Raymond. Négocier une entente de service avec la ville de Saint-Raymond pour garder le culte dans l'église de Saint-Raymond et avoir des espaces à bureau pour le personnel de la fabrique. Comme vous voyez, on veut se départir de tout. Dans le cas des bureaux, bien là, évidemment, il y a un bureau de moins qui sera nécessaire. Le mien ne sera pas nécessaire parce que quand tout ça va être fait, on va me mettre à la porte. Et parmi toutes, évidemment, toutes les tâches que j'ai eues, il y a bien sûr, comme on voit tout le temps, des annonces et toute autre tâche connexe. Alors là, je m'occupe de toutes sortes de choses que je n'avais pas prévues. Alors, pourquoi cela? Pourquoi ils ont décidé de faire ça? Alors, les fidèles à la messe du dimanche, ben, ils se font rares. Pour ceux qui viennent, vous en constatez le cas. Les fidèles qui sont là vieillissent. La relève n'existe pas. Il n'y a pas de membership. Si on aurait des cartes de membres à vendre, ça ne sera pas très payant parce qu'on n'a pas beaucoup de nouveaux. Conclusion, pas de suite pour un futur proche. Alors, quand on dit proche, c'est très proche. C'est la même chose pour les prêtres. Hein. Vous savez, dans Port-Neuf, un de nos 3 curés, qui est l'abbé Tailleur, qui est un homme important au diocèse de Québec parce qu'il a une autre fonction. Alors lui, il a dû quitter pour aller donner un coup de main au diocèse. Et il est remplacé par un évêque retraité. C'est pour vous dire qu'on va chercher des évêques retraités pour venir devenir des curés dans nos paroisses. Alors c'est pour vous dire qu'il y a un manque flagrant de prêtres, il n'y a pas de relève non plus. L'autre problème qui me touche beaucoup, c'est les revenus. Alors moins de revenus que de dépenses. On est déficitaire. Et tout le monde va être d'accord pour dire que quand on est déficitaire, on ne peut pas vivre très longtemps. C'est pas possible. Alors, notre espérance de vie, là, telle que c'est là cette année, en 2024, on prévoit un déficit de 160 000 $. On en a pour 6 ans. 5 à 6 ans, puis dans 5 à 6 ans, on ne fait pas de réparation. Alors, on a des appels, des demandes de différentes églises. Il faudrait réparer ci, il faudrait réparer ça. Alors, quand on veut faire réparer, vous savez, les travaux de construction, c'est assez vite que c'est 30, 40, 50 000 $.
on n'a pas les fonds pour être capable de bien entretenir nos églises. Fait que c'est le constat pour lequel on a décidé de prendre cette décision-là. Alors, vous avez un marié ici qui est Fernandier, qui fait partie aussi du comité. Alors, c'est l'homme de la situation pour suivre, il est dans le fond là-bas, qui s'occupe de notre église. Et moi-même, alors nous, on est des collaborateurs avec le comité présent et on fait tout ce qu'on peut pour faire en sorte d'aider. Ça ne veut pas dire qu'on fait ce qu'on peut. Voilà. Alors, on vous annonce, des fois, on entend toutes sortes de commentaires. La fabrique, vous savez, elle est propriétaire des églises et des presbytères. Ça n'appartient pas au diocèse de Québec. Ça nous appartient à la fabrique. Si on vend une église, si on vend un bâtiment quelconque, peu importe sur le territoire, l'argent reste à la fabrique Saint-Raymond-du-Nord. Une autre chose aussi, c'est qu'il y a des ventes qui sont faites à 1 $ aujourd'hui. Ce que le diocèse de Québec nous dit, on ne fait plus de vente à 1 $. Alors nous, on n'est pas... C'est pas qu'on veut les vendre plus cher, mais actuellement, le plafond, ou plutôt la base, c'est plus 1 $. Je sais pas quel va être l'avenir, le futur, mais pour l'instant, on est pris dans ce carcan-là. Bon, et puis évidemment, quand on fait une transaction, lorsqu'on vend une église, Archer ne l'a pas acheté encore, c'est quasiment de valeur, hein, ça aurait aimé ça. Mais en fait, nous, avant de pouvoir s'entendre avec un comité, un OBNL, une municipalité ou peu importe un promoteur, ça prend l'autorisation du diocèse de Québec. C'est-à-dire l'évêque met sa griffe dessus. On est propriétaire, mais c'est lui qui décide si oui ou non le projet est viable. C'est sûr qu'il y a des projets, comme j'entends ce soir, avec toutes les idées qui vont se présenter là, c'est facile de convaincre l'évêque que c'est un beau projet. Mais toute transaction qu'on fait, ça prend toujours le diocèse de Québec. C'est pour ça qu'on est quand même pris à parler d'argent. Parce que même si on s'engage à quoi que ce soit à vous, puis dans les autres communautés, on a beau s'engager, mais ça prend l'autorisation du diocèse de Québec. J'avais une autre chose à vous dire, c'est que ce que je viens de vous parler, parce que j'ai quasiment fini. Hein? C'est quand même pas pire, mon 2 minutes, c'est bon. En fait, là, c'est que ce qui se passe ici, à Saint-Raymond-du-Nord, c'est ce qui se passe dans les 2 autres paroisses en Port-Neuf, c'est ce qui se passe sur l'ensemble, ou presque, du territoire du diocèse de Québec. Partout, c'est des déficits, c'est la même situation. Puis je vous dirais qu'il y a des situations ailleurs qui sont peut-être pas mal pires que nous. Alors, c'est pas ça qu'on est rendu là, puis on est là pour essayer d'encourager des projets. J'en ai sauté un bout, moi. Alors, je vous parle de Saint-Léonard. Alors, vous avez une belle église à Saint-Léonard. Hein? Quand je viens ici, c'est vraiment une belle église. C'est une histoire qui vous appartient. Hein? C'est un bâtiment qui pourrait vous accueillir. Dans d'autres usages, ce serait faire un clin d'œil aux anciens qui ont bâti, entretenu, payé et prié dans ce bâtiment-là. Vous avez un comité actif avec des membres de toute génération. Et ça, c'est rare. Ça, c'est beau. C'est vraiment beau. Talentueux. Je les ai écoutés parler, là, puis des réunions, puis c'est très talentueux. Et il y a beaucoup d'expériences diverses dans ce comité-là. C'est vraiment très bien. Puis, je vous dirais, la série sur le Sunday, vous avez un conseil municipal qui collabore, qui est très ouvert. Là, on n'a pas parlé d'argent encore, mais à part l'argent, un conseil municipal qui est très ouvert. Alors ça, là, c'est vraiment une bonne chose pour vous. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Dans le fond, le diocèse dit qu'ils ne peuvent pas acheter la municipalité ne peut pas acheter l'église pour 1 $ aujourd'hui. Ça peut ressembler à quoi comme coût? En fait, ce qu'on nous a dit, puis ça fait 15 mois que je travaille là-dessus, c'est que c'est la valeur la valeur du terrain. Alors, il fallait engager un évaluateur agréé et la valeur du terrain, mais avec une église dessus. Eux autres croyaient qu'avec un terrain vacances, mettons ici, ça vaut peut-être évalué à 40 000 $, ils croyaient qu'avec une église dessus, ça vaudrait plus cher. Alors, l'évaluateur, ce qu'il a dit, c'est qu'avec une église dessus, c'est le contraire, parce que c'est un handicap. Alors, le rapport des évaluateurs de l'église ici, là, j'ai pas le... C'est à vrai 25 ou 30 000 $ ici, là, grosso modo. Fait que c'est pas des prix qui sont énormes, mais on comprend que tout le monde va dire c'est nos ancêtres, nos parents qui l'ont bâti, c'est les gens d'ici. C'est pas correct que ce soit vendu ce prix-là, mais là, on est pris avec ce fait-là. Puis évidemment, nous, on va travailler pour faire en sorte que ce soit autrement, mais c'est difficile à dire. Fait que l'enjeu, c'est à peu près 25-30 000 $.